Bonjour à toutes les filles, aujourd'hui on a à nos côtés une invitée de prestige, une invitée d'honneur puisqu'il s'agit de Laurie Hawkes. Laurie Hawkes est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Elle est également la cofondatrice de l'école d'analyse transactionnelle de Paris et j'avais déjà eu l'occasion de l'interviewer il y a maintenant de ça quasiment 2 ans. On avait parlé de l'un de ses livres incroyables, La force des introvertis. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre domaine, on va parler de la sérénité, du calme et du charisme à travers un livre qu'elle a coécrit. Agir et penser comme un chat, écrit par Stéphane Garnier, dans lequel Laurie va rajouter une partie exercice à chaque point pour nous permettre de mettre en application chaque chapitre et chaque recommandation. Et si il était temps, à présent, de vivre avec plus de sérénité, plus de calme et avec plus de confiance en soi. Tout ça avec bienveillance pour soi-même et pour les autres. On en parle tout de suite avec Laurie Hawkes. Bonjour Laurie. Bonjour Lemuel. Je suis vraiment ravi de vous revoir pour la 2e fois. Moi aussi, c'était une bonne expérience, donc je me réjouis de recauser ensemble. Avec grand plaisir, donc ça fait maintenant un peu moins de 2 ans. Et à l'époque, je me souviens, on avait parlé d'un de vos livres, c'était La force des introvertis. C'était celui-là, il me semblait bien. J'avais beaucoup aimé l'échange et on avait appris, moi, beaucoup de choses. Et mon audience aussi, on avait tous appris énormément de choses. Et aujourd'hui, on vous revoit pour parler d'un autre livre. Donc, pour vous présenter rapidement, vous êtes donc la cofondatrice de l'école d'analyse transactionnelle. De Paris-Île-de-France. Il y a d'autres écoles en France. De Paris, c'est déjà énorme, c'est déjà oui. vraiment énorme. Bah oui. Et vous êtes aussi psychologue clinicienne. Oui. Et aussi auteur de beaucoup de livres, comme on vient de dire, par exemple aussi La force des introvertis et d'autres aussi. Voilà, j'arrive au 9e. 9e livre, ça fait une bonne bibliothèque déjà. Oui. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un livre que vous avez coécrit avec Stéphane Garnier, qui s'appelle Agir et penser comme un chat. Oui, d'ailleurs, pour être exact, Stéphane Garnier a d'abord écrit son livre tout seul. Ouais. Il a fait un très bon boulot, il a très bien vendu son livre. Et puis l'éditeur a eu l'idée d'ajouter des exercices faits par un psy. Comment appliquer ça concrètement? Il y avait des endroits où c'était pas simple parce que Stéphane Garnier, il a fait de très bons exercices aussi. Ouais. Donc il fallait, au fond, j'ajoutais de l'analyse transactionnelle dedans. Mais c'est ça qu'en fait, que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre qui traite du comment être plus serein, comment être plus heureux, quand on parle du chat? En un sens, hein, et c'est être peut-être plus désinvolte, moins soucieux de l'opinion des autres, un tas de choses comme ça qui empoisonnent la vie. Tant de gens sont stressés, soit effectivement par le jugement d'autrui ou par tous les plans qu'ils font, il faut absolument que j'y pense et je dois tout organiser. Et cette idée de s'identifier à un animal, surtout un animal comme le chat, qui a une image un peu hiératique, très noble, comme très, ça. bien sûr. Il y a un côté, je suis détachée de toutes ces contingences matérielles. Oui, c'est petit, c'est loin, ça ne me touche pas. Bon, remarquez, quand on sort les croquettes, c'est pas si loin que ça. Le poisson, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de travailler sur ce thème-là? Qu'est-ce qui vous a touché? Est-ce que c'est l'image du chat que vous dites, tiens, le sujet est intéressant, ou du moins l'approche est intéressante, ou qu'est-ce qui vous a attiré vers ce livre-là de Stéphane Garnier? Alors, d'une part, j'ai été invitée. Mais j'ai été invitée parce que la personne qui a donné mon nom à l'éditeur savait que j'aimais bien faire des livres et que j'avais des chats. D'accord. Et donc, je suis une maman chat. Ok. Alors, est-ce que du coup, on peut dire que c'est officiel? Là, il parle beaucoup du bien-être du chat. Est-ce qu'on peut dire que juste clairement c'est officiel dans le monde aujourd'hui, la plupart des gens ne font pas attention à leur bien-être? Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant que dit Stéphane, il explique à un moment donné que c'est la priorité du chat, son bien-être. Et j'aimais beaucoup cette notion de dire que voilà, effectivement, quand on voit le chat dans la vie de tous les jours, on voit bien qu'il n'est pas du tout stressé, il est toujours très serein, il sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, il se fait passer en premier quelque part. Est-ce que du coup c'est... Ou s'il est stressé, c'est parce qu'il y a une raison. Voilà, une raison mais il ne se stresse pas lui-même. Voilà, c'est très intéressant comme dire, effectivement, ne pas s'auto-stresser et ne pas créer du coup les raisons qui vont provoquer le stress. C'est ça, par des préoccupations relatives à l'avenir ou au passé. Le chat, il est dans le présent. Alors, s'il y a un grand bruit, il est stressé. Ouais. Mais c'est à cause du bruit. Il y a quelque chose qui justifie le reste clairement. Du temps, effectivement, on le voit chercher la place la plus confortable, au soleil. Ah, comment je vais être le mieux là? Ah oui, voilà, un peu plus de soleil ici, s'il vous plaît. C'est ça, c'est ça. Alors, comment on peut expliquer ça que nous, les êtres humains, comme on le dit, on a cette notion de conscience de vivre, on a cette capacité de réflexion un peu plus poussée qu'un animal, qu'un chat. Comment expliquer qu'on n'arrive pas justement à prendre ce recul-là sur les choses et de se dire, et si je me détendais? Et si j'arrêtais, moi, de me créer les raisons de stresser et d'angoisser? Alors, pourquoi
je ne peux pas être sûre, mais mon hypothèse serait que ce sont les inconvénients de nos avantages. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir ce cerveau qui nous permet de faire des projets, d'organiser, de prendre pas mal de contrôle sur notre environnement. Et du coup, comme on a ce pouvoir, on a tendance à vouloir le faire bien. Et on a créé une société assez compliquée avec des hiérarchies. Et qui dit hiérarchie dit souci de bien se situer dans la hiérarchie. Ouais. Même les gens qui sont, par exemple, retraités, il n'y a plus de souci de hiérarchie. Mais assez souvent, ils se mettent quand même des obligations. Et on veut continuer d'être important. Je crois qu'il y a... oui, ça me vient maintenant en vous parlant. Vouloir compter pour les autres humains, pour la société, éventuellement pour l'avenir, quand on sera mort, qu'est-ce que je vais laisser? Oui. Mon héritage, qu'est-ce que je vais laisser en héritage? C'est ça, il n'y a que les humains qui pensent à ça. Bien sûr. Et en même temps, c'est bien. Donc on ne va pas s'en passer, mais si on arrive à concilier ça avec quelque chose de plus ici et maintenant, plus tranquille, c'est super. Alors, d'où la vague, je pense, de la méditation. Tout à fait. Mais la méditation, c'est super, mais c'est un peu rigoureux. Alors que faire comme le chat, c'est je me détends. C'est vraiment se détendre, effectivement. On enlève tous les codes, toutes les structures, en fin de compte, qui nous forcent, comme vous venez de dire, à avoir une tenue plus stricte. Ouais. C'est très intéressant. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'en fait, il prend plusieurs caractéristiques du chat. Et en fait, il les compare à l'être humain. Donc, je vais en citer quelques-unes. Il parle du fait d'être libre, Oui. d'être calme, d'être curieux, d'être observateur, confiant, tenace, prudent, élégant, silencieux, fier, indépendant. Et il y a une des qualités que j'aime beaucoup, c'est quand il parle du charisme. Le charisme du chat. Et en fait, donc, il y a donc le chapitre de Stéphane Garnier, et ensuite donc, il y a votre exercice, et vous dites quelque chose de très pertinent. À un moment donné, vous dites, donc un exercice pratique, pour justement aider à travailler son charisme, et vous dites attention à ne pas vous reprocher un éventuel manque de charisme. Oui, parce que ça va être pire. Si on se dit, mais il faut que je sois charismatique, comment je vais faire et qu'on cherche absolument à faire ça, d'abord, ça donne une drôle d'impression aux autres, c'est forcé, et même si on y arrive, donc ce sera forcé, si on n'y arrive pas, on va se sentir de plus en plus mal. Alors pour être charismatique en se disant « Oh, je suis nulle, j'ai pas réussi !» oui. Donc c'est le meilleur moyen de diminuer davantage Oui, donc se dire au fond, j'ai le droit d'avoir du charisme et le mien. Donc, je vais être charismatique pour certaines personnes, mais si je mets telle autre personne à côté de moi, ça va être moins. Oui. Je pense, me vient l'image d'une collègue. L'autre soir, on avait un dîner avec plusieurs amis collègues, et puis sont arrivés un groupe de 3, et une des personnes, elle dégageait une énergie, un charisme naturel, c'est ça? Oui, elle souvent, était magnifique. Oui. Et bon, voilà. Voilà, c'est pas la peine de se dire « Ah, il faut que je sois aussi belle que cette personne-là, il faut que j'attire autant le regard. » Non, c'était même agréable. Du coup, j'ai beaucoup regardé moi aussi en me disant « Oh mon Dieu, elle est vraiment magnifique. » Ouais, elle brille. Oui, et c'était, voilà, de ne pas se faire du mal avec ça, éventuellement, si on est dans une phase plus jeune que moi, se dire « Je voudrais monter mon charisme. Oh, tiens, qu'est-ce qu'elle fait que je pourrais faire peut-être aussi ?» Moi, là, à mon âge, je me dis j'ai eu mon heure, qui n'était pas aussi charismatique que celle de cette collègue, mais quand même. Et puis maintenant, juste, je profite de voir les autres. Ouais. Mais effectivement, toute l'idée pour moi, avec ce côté analyse transactionnelle, on parle beaucoup des permissions intérieures. Je vais venir, tout à fait. Interdictions. Oui. Ah, mais c'est parfait, je vous laisse continuer. Bon, vous parlez effectivement du parent interne, celui qui donne l'autorisation ou non d'être une personne. Est-ce que vous pouvez en parler davantage? J'aime beaucoup ce... Oui, donc en AT, analyse transactionnelle, nous postulons qu'il y a 3 états du moi, parent, adulte, enfant. Donc on les dessine 3 ronds. Comme ça. Et ça se rapproche pas mal de ce qu'a fait Freud avec son surmoi, le moi et le ça. Mais c'est souvent plus concrétisé. En tout cas, on peut travailler dessus avec un niveau comme ça plus concret. Ouais. Après, en thérapie, si on fait une thérapie longue et profonde, on quitte tout ce côté concret, ça n'est plus intéressant, on peut pas, il n'y a plus de nuances. Bien sûr. Mais pour travailler sur soi et pour transmettre cet outil, c'est vraiment intéressant d'imaginer qu'on a comme 3 personnages et qu'il y a ce personnage parent
qui est en général très inspiré de nos parents, quelquefois aussi d'un ascète, d'un curé, d'un imam, que sais-je, d'une tante, d'un oncle. Et du coup, si on a de la chance, on a plusieurs personnages. Et c'est bien d'avoir plusieurs personnages parce que tous les parents ont des défauts. Ça Bien n'existe sûr. pas, hein, Le le parent parent parfait n'existe parfait. pas, Ah, ouais. oui. Et en plus, s'il était parfait pour le premier enfant, probablement il ne serait pas aussi bon pour le deuxième parce que le deuxième a des besoins différents. C'est Et le intéressant. parent, il D'accord, s'adapte oui, un oui, peu, mais complètement. il ne peut pas Il s'adapter fait complètement. ce qu'il peut, quoi. Ben oui. Ouais. Euh, donc, si on a la chance d'avoir eu plusieurs personnes importantes, les gens qui grandissent dans une famille étendue, où on voit souvent les oncles machins, ou bien les parents invitent souvent des copains qui sont proches, peut-être un des hommes est peut-être le parrain de l'enfant, et si l'enfant est grognon à table et que les parents lui disent «Ah, de toute façon, de passage, va dans ta chambre», peut-être que le copain, à un moment, sous prétexte d'aller aux toilettes, il va aller voir le gosse dans la chambre, il lui dit «Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et Avoir une autre approche, du coup. voilà, et l'enfant sentira, bah tiens, j'ai un autre allié qui me comprend autrement. Où j'ai pas mal de mes patients qui me parlent d'un prof, par exemple, qui, alors que les parents ne renvoyaient pas des choses positives sur l'enfant, le prof dit, si tu as des capacités, tu peux y arriver. Donc, on a comme ça ce que Cyrulnik appelle des tuteurs de résilience. Et bon, si on est dans une famille positive, il n'y a pas forcément besoin de tuteur de résilience, mais Oui. quand même des figures variées. Peut-être qu'on a des parents qui sont bien, mais qui sont quand même assez sévères. Alors que la tante, qui peut-être était la marraine, elle est plus fantasque. Donc ça va donner d'autres modèles. Puis ça Bref, équilibre un peu aussi, je pense, pas mal le exactement. rapport à l'autorité, quoi. C'est ça. Mm. C'est ça. Si on est dans un milieu où tout le monde est sévère, d'où l'inconvénient de grandir, par exemple, dans une secte. Bien sûr. Même si c'est pas une secte horrible avec le gourou qui viole tout le monde, juste une Oui, secte. côté rigide, en tout Oui, cas. voilà, et tout le Ouais. monde, ah, on ne faut jamais faire ça, ici Ouais. nous ne On faisons dépasse jamais pas des ça. bornes et... Oui, et tout le monde donne les mêmes messages. Ouais, Alors c'est assez pauvre. complètement. Mais dans la vie normale, ça va être assez riche. Donc, je reviens à mes 3 états du moi. On a tous ce parent intérieur qui est plus ou moins varié, plus ou moins riche. Et beaucoup de gens ont quand même un parent intérieur qui est jugeant, qui est sévère, qui est exigeant. Et si c'est le cas, là, faire comme un chat, c'est bien. Enfin, faire comme un chat, je dis ça comme si c'était aussi simple. Si on a ce parent sévère, vouloir faire comme un chat, on regarde ça, puis on se dit, ben non, je peux pas. J'ai pas la possibilité dans moi. On me l'autorise pas. Ouais. Donc, on va avoir à travailler sur son parent, son état du moi parent à l'intérieur, pour essayer d'en créer de nouvelles parties qui seront plus souples, plus sympas, qui diront quelque chose comme pense au chat, tu sais que tu peux te détendre, arrête de courir. Allez, tu as assez couru pour aujourd'hui. Là, tu as le droit de Tu peux te t'allonger un détendre, quart tu peux, d'heure et tire-toi au soleil, fais comme si tu étais un chat. Ne pense à rien, sois juste dans ton corps. tu as le droit. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une notion de, dans un premier temps, je pense, de prise de conscience, prendre conscience qu'il y a ce fameux parent interne, peut-être qui nous empêche d'être une personne qu'on a besoin d'être. Et comment on peut prendre conscience de ça? Hormis peut-être le fait d'être curieux, d'avoir envie de lire, par exemple, des livres sur le sujet, je pense que c'est peut-être la première étape, peut-être. C'est vrai, la première étape, c'est en effet prendre conscience. Ce qui arrive à la plupart des gens, parce qu'on est confronté à d'autres gens qui fonctionnent autrement, donc on se dit, pourquoi celui-là, il peut faire ça? Oui. Par exemple, dans mon groupe de thérapie, à un moment, j'avais une personne qui me dit, après je l'ai vue en séance individuelle, et elle me dit, mais ça m'énerve, les autres, quand ils ont soif, ils se lèvent pour boire un verre d'eau, ou s'ils ont besoin d'aller aux toilettes, ils vont aux toilettes. Moi, je m'autoriserai jamais ça. Ah oui, d'accord. Et donc, elle a pu prendre conscience grâce aux autres qui faisaient autrement. Alors, ça arrive tout le temps dans la vie. Bien sûr. On est au boulot et on voit que, bah tiens, l'autre là, quand il est malade, il vient pas, alors que moi, que je suis malade, J'y vais quand même, j'y je vais quand traîne, j'y même, vais. c'est horrible. Ouais. Et je me plains derrière en plus. Ou éventuellement, je m'autorise même pas à me plaindre. Oui, Si oui, on a un oui, parent très bien sûr. sévère, c'est juste, si quelqu'un C'est me comme dit t'as mauvaise mine, comment ça? Oui, oui, là, oui. D'où je reviens à cette histoire de la secte. Si on est dans un milieu comme ça, où monochrome, où tout le monde est pareil, on aura beaucoup plus de mal à se rendre compte qu'il y a un problème. Parce que Bien tout sûr, est tout comme le monde ça. est pareil en fait. Bon, oui, Je suis normal, je suis dans la norme. Voilà. C'est normal d'être Ouais. sévère avec soi-même. Je pense par exemple aux Amish aux États-Unis. Oui, Où ils vivent dans un milieu extrêmement fermé. Alors je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, oui, mais la mais majorité ils en ont tout tous cas, les bien mêmes sûr. valeurs Tout à fait. et les mêmes interdits.
Donc, si quelqu'un se disait, mais j'ai envie, moi, de pouvoir quitter la communauté et avoir plusieurs amoureux avant de me marier, Ah oui, ça sortirait complètement du cercle établi, oui. complètement. Donc, il faudrait que la personne ait découvert ça en dehors. Et d'ailleurs, ils ont une année où ils doivent quitter le milieu, je crois qu'il s'appelle ça Homespringa ou un truc comme ça. Et D'accord. pendant un an, ils doivent vivre ailleurs pour revenir en connaissance de cause. Ce qui est d'une sagesse rare Complètement, c'est dans les intéressant, fonctionnements ouais. sectaires. Et Complètement. la plupart reviennent parce qu'il y a des liens très serrés qui sont tissés. Oui, des choses qui leur manquent, avec lesquelles Ouais. ils ont vécu, grandi, et bien Ouais. sûr. Mais moi, ça m'a toujours épatée parce que je me dis, je crois que j'aurais l'impression que c'était une prison d'être toujours avec des longues robes et un bonnet, et des machins, et que là, on a eu une année où on pouvait porter des pantalons, où on pouvait utiliser une voiture et pas une carriole à cheval, Bien sûr. on pouvait prendre le métro. Et malgré tout, ils reviennent, la plupart, je suppose, reviennent. Ouais, oui, Ouais. oui, ils maintiennent la communauté. Donc, je dis souvent qu'il y a une sorte de continuum avec à un extrême la liberté et à l'autre extrême la relation, disons, Oui. l'engagement, tout ça. Et pour la plupart d'entre nous, on se situe quelque part sur le continuum. Les gens qui veulent être entièrement libres, c'est difficile d'avoir des liens importants. On peut avoir des amis, et on part, et puis au bout de 4-5 ans, on revient, on rappelle des copains, et ils disent « Ah, te revoilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, on a un dîner, c'est sympa. » Mais pendant qu'on est de nouveau parti dans un autre pays, si on a, je sais pas quoi, une grippe épouvantable, ben, il n'y a personne qui nous connaît. On est seul. Oui, ben oui, donc on espère qu'il y aura des gens charitables autour pour nous apporter à boire. Et à l'autre extrême, vous avez les gens qui sont comme ça très, très pris dans les liens, un peu comme les Amish, Ouais. ou les familles qui sont extrêmement resserrées et où il faut venir tous les dimanches déjeuner. Et une fois que tu seras marié, il faudra ramener ta femme Oui. et que tout Au le monde se sein retrouve tout le temps. ouais. On a un clan. C'est l'autre opposé. Plus qu'une secte, là, ce sera un clan. Ouais. Et la plupart, on se situe quelque part entre les deux. Certains veulent fort les liens et ils veulent fort la liberté. Alors, ils sont mal. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Parce qu'en fait, c'est trouver le juste milieu, enfin celui qui nous convient en tout cas, Oui. et qui nous permet d'être heureux. Oui, et faire le deuil de ce qu'on ne peut pas avoir, puisqu'on ne peut pas tout avoir. Les Faire forts le deuil liens de et ce la que c'est. forte liberté, non. Non, ça colle pas. Et puis Non, il y non. aura une contradiction en plus dans la façon Oui. d'être, je pense. Oui, si je veux une relation de couple très fortement engagée avec des enfants, et qu'en même temps, je veux pouvoir ne pas rentrer certains soirs sans prévenir, parce que Ça va si je poser préviens, problème. c'est un problème, c'est un manque de liberté. Annoncer à mon conjoint que « Ah tiens, demain, je pars faire le tour du monde. Ça va poser problème, » effectivement. Oui, on ne peut pas. Donc c'est intéressant ce que vous disiez. Donc première étape, Prendre conscience, c'est prendre vous qui conscience. disiez. C'est bien. Je digresse beaucoup. Comme quoi. Mais j'apprécie, c'est très riche du coup, c'est très intéressant. Alors du coup, une fois voilà, qu'on a pris conscience qu'il y a un problème, ou que du moins il y a quelque chose à modifier, une fois qu'on le sait, comment on fait justement pour parler à ce parent intérieur? Dire bon, écoute, là j'ai pris conscience, il y a ça, ça qui ne va pas comme j'aimerais que ça aille. Ok, quelle est la prochaine étape? Comment est-ce que je peux faire pour modifier? Là, on parlait du charisme, par exemple, et j'aime beaucoup que vous donnez des exemples. Vous posez la question et vous dites, imaginez-vous que vous vous demandiez, et si tu étais charismatique? Alors, je reprends les points que vous donnez qui sont très intéressants. D'accord. Vous donniez donc 6 réponses. Alors, imaginons, moi, je vais me poser la question, et si j'étais charismatique? Donc, je peux répondre, par exemple, impossible, c'est pas du tout moi. C'est pas moi, non, c'est pas possible. Deuxièmement, oh, charismatique, mais c'est pour les prétentieux, c'est pour les autres. Oh, vraiment. Troisième réponse, j'aimerais bien, mais voilà. Quatrième réponse, bah, donnez-moi la recette, dites-moi comment faire, quoi. Cinquième réponse, non merci. Non, c'est pas, non, ça m'intéresse pas. Et sixième réponse, moi, mais je suis irrésistible déjà. J'aime beaucoup. Et du coup, vous dites que voilà, vous parlez donc que les 3 points, donc impossible, c'est pas moi, c'est pour les prétentieux, j'aimerais bien, mais là, on parle du parent interne qui dit non. Oui, qui dit soit tu n'es pas capable de toute façon, Voilà. mais bon, qui tu te prends. C'est ça. Soit qui dit mais les prétentieux c'est des mauvaises personnes, ou c'est des gens creux, c'est juste des façades, enfin, toutes sortes de choses qu'on peut avoir dans son parent. Tout à fait. Et donc, Et comment se créent ces messages-là? Du coup, c'est l'enfance, l'éducation, les ouais, messages qu'on a entendus étant essentiellement, petits des choses qu'on a entendues. Oui, Alors, les gens qui ont grandi beaucoup au contact de leurs parents, c'est en général les parents qui ont dit des choses comme ça. oui, c'est en fonction de... Même, oui, on entend des parents qui discutent à table. Un nommé, t'as vu les copains quand ils sont venus l'autre soir, Joseph, comment il était?
Oh là là, D'accord. mais pour Déjà, qui il se prend celui-là? Tu là, moi, ma voiture, vous avez d'accord. vu Oui. et on voit que les parents n'estiment pas ça. Donc, on tire des conclusions. D'accord. On se To- crée une réalité autour des messages et des choses qu'on a entendues étant petit. voilà, une On a grandi. réalité ou des croyances, Une une croyance, perception de oui, la une croyance vie, de plutôt, oui. qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien dans la vie. Ouais. Mais ça peut être aussi plus direct. Une fois où on rentre de l'école, on a 3 ans, on a un nouveau dessin. Regarde, regarde mon dessin, il est beau, hein, mon dessin. Bon, écoute, non, ne saute pas comme ça, c'est un dessin, d'accord, c'est bien fait, mais va pas croire que tu es extraordinaire juste Effectivement, parce que c'est tu as plus fait un direct. dessin. Et l'enfant, s'il reçoit régulièrement ça, il apprend, bon, faut pas se vanter. Du coup, charismatique, il y a quand même un côté, je trouve que je suis super. Ouais. Et si on a régulièrement entendu, mais pour qui tu te prends? Mais arrête, t'es pas super. T'es juste quelqu'un de normal. Euh, on l'intègre. Quelquefois, les gens sont très rebelles. De temps en temps, vous avez des gens qui ont eu une enfance très écrasée, qui se sont rebellés tout du long, qui ont souvent quitté la maison le plus tôt possible, Oui. éventuellement 18 ans ou Dès qu'ils ont même pu. avant s'ils se sauvent, et, euh, et qui arrivent à se construire, mais un charisme qui est difficile parce qu'il est en combat constant contre ce qui se passe, ce qui a À été l'intérieur. enregistré à l'intérieur. Donc, ça va pas être confortable. Je veux pas dire non plus qu'il faut éduquer les enfants en leur disant tout le temps «Oh, Oui, mais tu es la que tu es meilleure, oui, bien extraordinaire! sûr. Tu as fait un dessin affreux, mais qu'il est magnifique!» C'est ça. Du coup, ça risquerait de faire l'effet inverse, ou de d'avoir l'habitude de surévaluer peut-être, je sais Et pas. voilà, et Ouais. ça pourrait faire ces enfants rois, Oui. quelqu'un qui se prendrait effectivement pour le nombril du monde à tout bout de champ. Ouais, C'est bien que ce soit réaliste, bien sûr. mais que un enfant qui a des dons, qu'on lui reconnaisse. Mais effectivement, pas non plus de le monter en épingle et en faire la star du monde. Parce que d'une part, quelquefois la star du monde a des déconvenues douloureuses au contact des autres gens. On arrive à l'école et on croit tout le monde va me trouver extraordinaire, Bien comme sûr. mes parents. Et là, la chute. Et puis oui, la chute peut être brutale. Et puis d'autre part, même si à l'école c'est toléré et qu'on continue comme ça, on va peut-être devenir un peu insupportable. Ouais. C'est vrai que les gens prétentieux, c'est chiant. Bah, je sais pas, oui, effectivement, c'est chiant si c'est pas dosé en fait. S'il n'y a C'est pas ça. le côté. Ouais. Je me sens bien, je l'assume, mais Oui. sans en faire trop, effectivement. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, avoir du charisme, du charme, ça n'empêche pas d'être attentif aussi aux autres. On peut arriver avec son charisme et faire attention à l'autre. Tout à Pas fait. être juste Moi, moi. Ouais, regardez-moi et puis vous, on verra après. Si on, C'est vrai. si on a le temps. Voilà, si c'est possible, on verra bien. Mais c'est intéressant, en fait, une très bonne transition. Vous parlez à un moment donné on parle d'une des qualités du chat, la fierté. Le chat est fier. Et c'est intéressant ce que vous venez de dire, de ne pas confondre fierté et mépris. Parce qu'on peut avoir, effectivement, on peut dire, oh, le chat est fier, mais aussi dire, le chat est méprisant, parce que ça, il passe à côté de nous, il nous regarde, et puis il fait Oui, sa les route. gens qui n'aiment pas les chats les trouvent Vont méprisants. avoir ce regard-là, oui. Et du coup, c'est vrai que je trouve ça intéressant d'en parler aussi, quand on parle de l'être humain, d'arriver à dire qu'on peut être fier de soi, fier d'être, Ouais. sans être méprisant. Et je pense que Ouais. parfois, on peut faire l'amalgame entre ces deux façons Oui. d'être. Oui, oui, oui. Et encore un autre concept d'analyse transactionnelle, cette position de vie, où on a 4 positions de vie qui sont je suis OK, vous êtes OK. Et là, je peux être fière. Et si je reste dans je suis OK, vous n'êtes pas OK. Mais là, on est méprisant. Tiens, Ouais. non, mais moi, avec mon diplôme de Polytechnique, qui êtes-vous pour me poser des questions? Bien sûr. Voilà. Bon, donc, je vais y répondre, mais on ne prend pas trop de temps hein, quand même. Là, c'est une fierté qui est orgueilleuse et méprisante. Il y a la position « je ne suis pas OK, vous êtes OK ». Et là, je ne suis pas fière du tout. Si à la limite, vous me dites « c'était super, ce livre est formidable ». Ah oui, vous croyez? Je ne sais pas, j'espère. Mais je n'ose pas me mettre à la même hauteur que les autres. Ouais. Donc, j'arrive pas à être fière. Et c'est ces gens-là qui ont besoin de se donner Se cette rehausser un permission, peu, bien d'être sûr. fière. Dire, ben, ah oui, vous aimez mon livre, ben, je suis bien contente. Et non pas, oui, c'est le meilleur livre qui a été fait. D'accord, de ne pas monter 3 étages supplémentaires. Oui, c'est ça. Là, on va dans le mépris et on va dans l'irréalisme. Et puis la dernière position, c'est je ne suis pas OK, vous n'êtes pas OK, rien ne vaut rien. Dites le livre est mieux. Ah ouais, vous trouvez?
Vous n'êtes peut-être pas capable de lire mieux que ça. Moi, je ne suis pas capable d'écrire mieux que ça. C'est intéressant. Ça, c'est une position vraiment dépressive et Ouais. défaitiste. Pas fière non plus. Non plus, ouais. Éventuellement méprisante, mais méprisante par rapport à tout Envers le monde. lui-même, du coup. Oui, Quelque part. envers moi, envers les autres, envers tout le monde. Envers tout. Rien ne vaut la Ouais, peine. tout est sombre. Éventuellement, je suis un peu plus méprisante envers les gens un peu enthousiastes là-bas, qui s'énervent, qui s'excitent. Pourquoi? Il n'y a rien dans la vie, alors pourquoi ils s'énervent? C'est intéressant. C'est vrai j'avais jamais vu toute cette façon d'être quand on parle de la fierté envers soi-même, envers les autres, ou le mépris Ouais. envers les autres, mais aussi envers soi-même. On peut aussi se mépriser soi-même. C'est très Ouais. intéressant. Oui, c'est triste. C'est terrible à vivre pour Ouais. les gens. Merci beaucoup. Alors, vous parlez un peu plus loin, en partir du chat. Mhm. Le chat pense avant tout à lui. Mhm. Et il y a une phrase qui est très intéressante que dit Stéphane Garnier. On ne peut rien donner aux autres si on ne sait pas se donner à soi. Ouais. Et un peu plus loin dans votre exercice, qui est aussi extrêmement pertinent, je trouve, vous dites, donc vous parlez du saint égoïsme. Sain, Sain. pas le santé. Ah oui, le saint égoïsme. Moi, Petite sainte égoïsme. Ah oui, saint Alors on va dire, égoïsme. c'est l'égoïsme. Voilà, Un égoïsme sain. exactement. Est-ce que vous pouvez en parler davantage de Oui. ce terme que j'aime beaucoup aussi, qui est très Oui. intéressant, je trouve. Oui, oui, c'est vrai que si on n'a pas du tout d'égoïsme, ça n'est pas bon pour la santé. On va être dans le dévouement perpétuel, on va s'épuiser à constamment s'occuper des autres, et à la longue, les autres devront s'occuper de moi parce que je vais m'écrouler. Donc je finirai par être un fardeau pour les autres, mais tout en continuant de m'excuser, je vais même être casse-pied comme patiente à soigner. Non, non, vous occupez pas de moi, non, non, c'est pas important, je ne suis pas importante, laissez-moi mourir. C'est un peu pesant. Bien sûr. Alors que si je prends soin de moi, déjà je ne vais pas être un fardeau pour les autres, sauf si il peut toujours arriver un gros pépin, mais normalement, je prends soin de moi, donc je ne vais pas peser aux autres. Et comme je vais bien, je peux donner aux autres de l'attention, et puis en général, ils en rendent, et tout le monde Donnant. se sent bien comme ça. Bien Oui, sûr. c'est de plus en plus riche, plus on se donne mutuellement. Et il y a la fameuse histoire de quand on est dans l'avion et qu'ils disent quand les masques d'oxygène Tout à tombent, fait, mettez d'abord le vôtre. c'est ça. Et si j'essaye de le mettre au gamin et puis que donc, pouf, je m'évanouis, personne n'aura de masque. Mais l'image est très intéressante. Et dans le livre, alors, je ne sais plus si c'est vous qui en parlez ou Je Stéphane, ne sais plus non mais plus. c'est vrai que c'est très intéressant. Et comme vous venez de dire, l'exemple de l'enfant. On dit même, ne mettez pas le masque à l'enfant, mettez-le vous-même à vous-même. Et vous parlez donc de la Et personne. ensuite à l'enfant, évidemment. Et effectivement, après, l'enfant, on n'oublie pas. C'est très important. Et c'est intéressant de voir que certaines personnes pourraient dire, mais même à l'enfant, mais quand même, l'enfant passe en premier, mais quand même, Oui. c'est pas normal. Oui. Et effectivement, si vous mettez le masque à l'enfant, que vous, après, vous tombez dans les pommes, ça va Oui. être compliqué. Ça va être Oui, compliqué. surtout si on n'a pas fini de lui mettre. Si on a fini de lui Oui. mettre, Il pourrait il éventuellement faudrait prendre le relais voir, derrière. Si... oui, il pourra peut-être rien faire, mais au moins il va survivre. Oui. Et là, on se retrouve dans le cas, j'ai que des exemples super sympas, il y a un camion qui vous arrive dessus, et vous poussez l'enfant pour que l'enfant soit sauvé, et vous vous sacrifiez. D'accord. Ouais. Et beaucoup de parents feraient ça. Le réflexe, je pense, oui, Ben effectivement. oui, ben oui, il y a un côté vraiment, c'est biologique. Beaucoup d'animaux, d'ailleurs, feraient ça. Et beaucoup, certains héros feraient ça même pour des enfants qui ne sont pas les leurs, ce qui est admirable. Donc, avec le masque, on pourrait imaginer que peut-être l'enfant sera sauvé et pas le parent, mais normalement, je mets mon masque, ça va vite, et du coup j'ai le temps de bien m'occuper de l'enfant et je peux continuer de le rassurer Bien au lieu que sûr. peut-être je lui mets son masque et après il panique, parce qu'il dit ah maman, maman. Et qu'il se retrouve tout seul, en fin de compte. Ben oui, il Effectivement. n'a plus de maman. Quelle horreur. Mais ça, j'aime beaucoup l'image, elle est très, très parlante. Oui. Parce que moi, j'ai beaucoup de mes followers qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui me parlent souvent de ça, de cette habitude qu'elles ont, ces femmes-là, que nous sommes belles, donc je m'adresse spécialement aux femmes, Oui. d'aider beaucoup les autres. Oui. Et il y a l'une des femmes qui me suivait, qui m'a posé une question très intéressante, et ça m'avait touché, elle m'avait dit, est-ce que parfois les mecs, toi non plus, tu n'as pas l'impression d'aider les autres tellement que tu as l'impression que tu fais peut-être pour toi? Vous voyez? Aider les autres, mais au maximum de ce qu'on peut faire. Et elle me disait, mais des fois, j'ai l'impression que je les aide beaucoup, mais je fais pour elle ou pour moi, en fin de compte, je ne sais plus trop. Oui. Et elle se perdait. Elle aidait tellement les autres qu'elle ne savait plus pourquoi elle le faisait. Oui. Et, Oui, et effectivement, il y a un certain nombre de gens dont c'est l'identité et la raison de vivre. ouais. Alors, si on lui interdisait, non, vous ne pouvez plus aider personne, elle peut tomber en dépression.
là on tombe encore sur un concept d'analyse transactionnelle, celui du triangle dramatique, avec les rôles de persécuteur, sauveur et victime. Et le sauveur, il a existentiellement besoin de sauver. Si la personne a sauvé, il est mal. Il va à la limite se mettre à chercher des gens à sauver. Vite, je vais aller dans la rue voir s'il n'y a pas un aveugle à faire traverser. Oui. Il a besoin de sauver l'autre pour se sentir vivant. Oui. Donc, il sera en bonne santé le jour où il aura développé cet égoïsme sain. Non pas comme certaines personnes décrivent un conjoint qui s'occupe que de lui-même, qui s'achète des belles choses et il n'y a plus d'argent pour la famille. Non, bien sûr, c'est notre extrême ça c'est un négatif, égoïsme malsain. Complètement. Mais par contre, si on prend une maman qui a tendance comme ça à se dévouer pour ses enfants, son mari, sa mère, les parents de son mari, et qui s'épuise comme ça, elle est tout le temps épuisée, elle n'est pas en bon état, elle n'est pas heureuse, peut-être que quelquefois elle est même un petit peu impatiente avec les gens, alors que si elle peut prendre un petit peu de temps tous les jours pour s'occuper d'elle, quitte à dire peut-être, oui, je vais moins m'occuper de mes beaux-parents, de mes parents, il y a peut-être d'autres gens qui peuvent s'en occuper, il y a la sœur de mon mari, le frère de mon mari, il n'y a pas que les femmes qui aident, qui peut s'occuper aussi de ses parents, il y a mon mari qui peut s'occuper de ses parents, et je ne suis pas obligée de tout faire, et je vais là m'octroyer de temps en temps peut-être un massage un après-midi, ou prendre le temps de prendre un bain, de prendre soin de soi, et comme ça, on va mieux. Et si on va mieux, c'est mieux pour tout le monde. Bien sûr, c'est mieux pour soi, mais pour les autres aussi. Ouais. Effectivement. Alors, évidemment, on nuance. Les chats, c'est 100% du temps. Oui, c'est l'extrême, effectivement. Un humain qui ferait que le chat tout le temps. Ce serait aussi très négatif. Ce serait, oui. Et ça aussi, vous en parlez aussi très bien dans le livre, je trouve. Dès le début, d'ailleurs, dès l'introduction, vous dites effectivement, on ne peut pas dire oui. Je vais vivre comme un chat à partir de demain. Genre, j'arrête de travailler, je me prélasse dans mon canapé, je ne paie plus mon loyer. Effectivement. Que quelqu'un me nourrisse, j'ai faim. C'est ça. Donne-moi les croquettes, effectivement, ça poserait problème aussi. Mais c'est en fait de prendre, en fait, comme je prends n'importe lequel, genre être prudent par exemple, il y a toujours un extrême à chaque chose et trouver le juste milieu en fait, ce qui nous permet d'être heureux, de nous proposer du bien à nous, autant à nous qu'aux autres. Et ce juste milieu, il va varier en fonction des gens. Certaines personnes ont besoin d'être beaucoup prudentes, par exemple. Et d'autres personnes moins. Voilà. Plus en fonction de qui on est, de ce qu'on vit, où on vit. Bien sûr, il y a pas mal de facteurs. Et les besoins propres à chacun. Oui. Merci beaucoup, Laurie. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et alors, il y a beaucoup de choses qui... Le voilà. Très important, je vais rapprocher de la caméra. Il y a énormément de choses que j'aime dans ce livre. La première chose, c'est qu'il est très facile à lire. C'est un régal. Il se lit facilement. Merci beaucoup. Très facilement. La deuxième chose, c'est que la partie passer à l'action, ce que vous proposez ensuite à la fin de chaque chapitre, ça concrétise les choses. Parce que souvent, on va lire un livre de développement personnel sur tel ou tel sujet, on va dire c'est vrai, c'est pertinent, ça me parle. Ok, maintenant, comment je fais dans la vie de tous les jours? Et là, je trouve que déjà, la partie de Stéphane Garnier, c'est fluide, c'est intéressant, c'est facile à lire. Et puis rigolo. Et c'est fun, voilà, le fait de revenir souvent au chat. Il y a une image très drôle que j'aime beaucoup. La partie exercice derrière, ça vient tout confirmer. Ça facilite encore plus la compréhension. On se dit, ok, d'accord, dans ma vie, j'ai compris l'idée. Dans ma vie, je peux mettre ça en application de telle manière. Donc ça concrétise tout. Et puis voilà, puis le fait de parler d'un chat, c'est super drôle. Je pense que tout le monde aime le chat. Et c'est un livre vraiment qui mérite d'être lu, relu, et d'être gardé près de nous, et ne pas hésiter à le reprendre de temps en temps, en fonction des chapitres, en fonction des points qu'on a besoin de travailler. Et c'est un très bon livre. Et c'est un super travail. Merci beaucoup, Emmanuel, ça me fait très plaisir. Le plaisir est partagé, vraiment. Donc les filles, je vous recommande vraiment ce livre « Agir et penser comme un chat ». Donc c'est un livre qu'on peut retrouver sur Amazon, partout. Dans beaucoup de librairies, encore. Il est disponible. Ruez-vous dessus, c'est une perle. Là, on a vu quelques points seulement. On a parlé beaucoup du charisme, de la fierté, mais il y a vraiment beaucoup d'autres caractéristiques qui représentent un peu le chat et qu'on peut nous aussi s'approprier pour une vie un peu plus sereine et un peu plus heureuse. Je vous le recommande très fortement, les filles. Merci beaucoup, Laurie. Merci, Emmanuel, et au revoir tout le monde. À très bientôt.